États-Unis, Iran, dernière négociation peut-être avant qu'il n'y ait des frappes. Tout est prêt en tout cas côté américain et c'est ce qu'il continue à dire et ce que Donald Trump a continué à dire cette nuit. Si tu aimes les analyses des débats politiques, abonne-toi. Ici, on ne suit pas la foule, on analyse les faits. Est-ce qu'on peut négocier avec les bourreaux? Est-ce qu'il faut négocier avec des bourreaux? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces négociations? Alors d'abord, je pense que ces négociations, elles permettent à chaque partie en présence, les Iraniens d'un côté, les Américains de l'autre, de gagner du temps. Gagner du temps, les Américains, pour en fait véritablement décider quel va être leur type d'intervention, n'est-ce pas? Et les Iraniens pour, je dirais, faire monter la pression et essayer d'empêcher cette intervention en montrant la capacité de représailles qu'ils ont et qui est aujourd'hui très très grande et menaçante pour les États-Unis. Il reste une menace pour vous, les Iraniens. Alors évidemment, on va ensuite parler de ce qui se passe dans le pays parce qu'on a presque l'impression que dans cette histoire, le peuple iranien, la révolte iranienne a été oubliée. Je vais y revenir évidemment dans un instant, mais sur cette question de la menace militaire, de la guerre qu'ils se font pour l'instant de manière froide, mais qui pourrait rebasculer vers une guerre active. L'Iran dit « nous sommes une menace ». Il y a la question nucléaire, il y a la question des missiles balistiques et évidemment il y a la question dans la région des bases militaires américaines, d'Israël, pas très loin. Oui, alors vous avez parfaitement raison. La menace iranienne, elle tient dans ces fameux missiles balistiques qui font que, en fait, ces missiles, il leur faut 10 minutes, en fait, pour arriver sur Israël et frapper Israël. Les Israéliens et les Américains s'étaient un peu vantés lors de la fameuse guerre de 12 jours en juin d'avoir éliminé en quelque sorte l'arsenal iranien. Aujourd'hui, ils disent le contraire. En fait, l'Iran garde assez de missiles pour percer ce fameux dôme de fer avec lequel Israël entend se protéger. Deuxièmement, l'Iran met le paquet et explique qu'il y a des chiites partout dans la région et il y a encore ces proxys qui certes sont décapités, le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, mais qu'il y a de quoi faire encore pour véritablement mener une politique de terreur qui d'ailleurs pourrait aussi frapper les pays alliés des États-Unis eux-mêmes sur leur sol. Et puis il y a le pétrole. Bloquer le détroit d'Ormuz, c'est faire en sorte que, en fait, d'un coup, le prix du pétrole explose, s'envole et les économies occidentales sont menacés, n'est-ce pas? Donc il y a toute cette capacité-là, et en fait, ce que veut l'Iran, l'Iran veut simplement que garder son pouvoir de nuisance. Que veulent les Américains? Que l'Iran renonce à son pouvoir de nuisance. C'est ça, le fameux débat qu'il y a là en ce moment à Oman. Oui, mais alors quand on le présente comme ça, je ne vois pas comment ces deux intérêts absolument antagonistes peuvent se rencontrer. Tout à fait. Et donc, en fait, ils se rencontrent. Pourquoi? Encore une fois, pour gagner du temps, pour évaluer aussi les résistances de part et d'autre, les capacités, les facultés de détermination. Et puis, les Américains, leur problème, ce n'est pas de faire de l'Iran un pays démocratique, c'est d'éliminer le guide. Mais pour le remplacer par qui? Alors, on a vu, n'est-ce pas, que lors des manifestations, le prince Pahlavi, l'héritier du Shah d'Iran, avait une certaine célébrité. Mais les États-Unis ne parient pas sur lui. Les États-Unis, ils ont fait une grande expérience en Irak. Ils ont vu que lorsqu'on élimine le régime Saddam Hussein, on se retrouve avec l'État islamique, n'est-ce pas? Donc là, en fait, ils parient sur quoi? Sur un gardien de la Révolution qui irait lui-même assassiner le guide pour le remplacer. Que ça se passe effectivement en interne, en quelque sorte. Question, Jean-François Colosimo, vous parlez du guide. Vous parlez des chiites. Est-ce que vous pouvez prendre un instant pour nous redire de quoi il s'agit, de qui il s'agit, comment cette organisation fonctionne et quel est son réseau d'influence? C'est-à-dire, vous voulez dire, le fameux croissant chiite... République islamique d'Iran. Oui. C'est quoi? C'est qui? Alors, et qui en est le chef? On a tort de dire que c'est une théocratie, parce que ça veut rien dire. C'est un terme vague, très franco-français, pour dire que c'est religieux. C'est une oligarchie politico-religieuse. Cette oligarchie, elle repose sur quoi? Sur une mutation du chiisme. L'imam Khomeini, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a adopté, en fait, l'islamisme sunnite, l'islamisme des frères musulmans, et il l'a greffé sur le chiisme. Il s'est institué, en fait, guide qui dit la loi divine, qui a aussi une valeur, donc, politique, temporelle. Dans cette interview, l'historien Jean-François Colosimo met le doigt sur ce que Raymond Aron appelait une guerre sans illusion. Des deux côtés, Américains et Iraniens négocient moins pour trouver un accord que pour gagner du temps. Le dialogue devient ici un instrument stratégique, pas un chemin vers la paix. La question posée est: peut-on négocier avec des bourreaux? Renvoie à une tension classique entre morale et réalisme politique. Max Weber parlait déjà de l'opposition entre éthique de conviction et éthique de responsabilité. Les États-Unis n'entrent pas dans ces pourparlers pour démocratiser l'Iran, mais pour réduire son pouvoir de nuisance, missiles balistiques, proxys régionaux, pression énergétique sur le détroit d'Ormuz. Colosimo rappelle une réalité souvent oubliée: dans cette confrontation, le peuple iranien est l'angle mort. Sa révolte disparaît derrière les logiques militaires et nucléaires. Tocqueville notait que les grandes puissances invoquent la liberté des peuples surtout lorsqu'elle sert leurs intérêts. Au fond, ce face-à-face n'oppose pas le bien au mal,
Mais deux stratégies antagonistes, l'Iran veut conserver sa capacité de menace, les États-Unis veulent l'en priver sans provoquer le chaos. Et comme l'enseignait Aron, l'histoire n'est jamais écrite par les intentions, mais par les rapports de force. Qu'est-ce qui se passe à partir de là? En fait, à travers la révolution et à travers la guerre, parce que l'Irak fait 10 ans de guerre en notre nom, l'Irak socialiste, laïque, fait 10 ans de guerre à l'Iran de Khomeini. Dans cette révolution et dans cette guerre, un peu comme en 1793, sortent deux aristocraties, deux castes, les mollahs, les clercs, les religieux et les passedarans, les gardiens de la Révolution. Et en fait, ces deux classes se répartissent dans un système très compliqué de conseils, de comités qui entourent le guide, etc. Ce sont des mafias qui ont leur clientèle. 25% de la population iranienne dépend de ces têtes de pont mafieuses, n'est-ce pas? Et vous avez ce régime-là qui va être très difficile de changer. Donc il faut en fait quoi? Trouver quelqu'un qui, à l'intérieur, fera de cette république islamique une république, je dirais, militaro-dictatoriale. Si tu fais partie de ceux qui veulent comprendre avant de réagir, abonne-toi, active la cloche des notifications et partage la vidéo, même à une seule personne, ça aide énormément.